Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette vidéo dans laquelle on va traiter cet exercice bilan sur le titrage. Cet exercice est extrait d'un vrai contrôle, comme tu peux le voir. L'interro dont c'est extrait est une interro qui dure 1 heure. Elle contenait deux exercices, donc tu peux partir du principe que l'exercice 1 doit être fait en à peu près une demi-heure, 30 minutes. C'est le timing nécessaire pour un exercice de ce style. Sur le titrage, quand tu es en première, tu ne dois pas prendre plus de temps que ça. Si tu veux retrouver le sujet de l'exercice, je te donne rendez-vous sur la Ben CS Academy. Je te mets le lien en descriptif de la vidéo. En même temps, tu pourras retrouver également la vidéo correction de cet exercice-là et tu pourras retrouver le sujet également à télécharger si tu souhaites. Et puis voilà, je te conseille de faire l'exo par toi-même, évidemment. Je t'invite vraiment à tester par toi-même. Juste regarde pas juste la vidéo en mode spectateur passif, mais fais l'exo, fais tes calculs, fais ta résolution et après compare-toi avec ma correction. On y va, c'est parti. Donc la question numéro un, il faudra faire un petit schéma du titrage comme d'habitude, schéma du dispositif. J'ai commencé à faire un schéma ici, on va le compléter ensemble. On va d'abord lire l'exo. Pour éviter l'oxydation du vin, les viticulteurs ajoutent du dioxyde de soufre au mou de raisin ou au vin. La teneur en dioxyde de soufre dans un vin est limitée à 210 mg par litre. Donc en gros, pour comprendre la stratégie de l'exo, ici on nous donne une information qui concerne un petit peu une réglementation. Cette réglementation, c'est une concentration massique. Très probablement qu'on va devoir vérifier la teneur en dioxyde de soufre dans un vin et vérifier si elle respecte la réglementation ou pas. Si je regarde dans les questions, je vais constater effectivement qu'en question 6, on me demande si la concentration est en accord avec la loi française. Donc c'est vrai que directement en lisant l'énoncé, on peut essayer d'imaginer le type de questions qu'on va nous poser et puis on anticipe à fond. Et c'est cet état d'esprit dans lequel tu dois te placer dans les exos en général et dans tes exobacs, tes exocontrôles en particulier. Le protocole officiel du titrage du dioxyde de soufre dans le vin impose l'utilisation d'une solution titrante de diode, solution notée S', qui a pour concentration C' égale 1 sur 128 mol par litre. Tiens, c'est marrant comme façon de l'écrire. Un volume de vin de 25 millilitres est prélevé puis versé dans un Erlenmeyer. On y ajoute de l'acide sulfurique et quelques gouttes d'empois d'amidon. Cet échantillon est titré à l'aide de la solution S'. Le volume versé à l'équivalence est VE' égale 18,2 millilitres. Alors déjà, je vois que c'est un Erlenmeyer qu'on utilise et pas un Becher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une espèce d'Erlenmeyer. Hop, voilà, hop, 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 hop. Ok. Donc Erlenmeyer qui contient un certain volume de solution S. Ce volume, c'est 25 millilitres. Donc, hop. Ici, je vais écrire V égale 25,0 millilitres. Pourquoi est-ce que je réécris les informations au niveau du schéma? Parce que quand tu vas être en terminale notamment, tu vas avoir besoin d'apprendre à bien extraire les informations, les données de l'exercice, les bonnes informations. Tu auras plusieurs volumes, tu auras plusieurs concentrations, il y aura plusieurs choses qu'il faudra distinguer. Et c'est maintenant que tu es en première qu'il faut apprendre à distinguer ces infos et à visualiser qui joue quel rôle. Et là, en l'occurrence, de mettre sur le schéma quel volume correspond à quelle situation, ça me permet d'identifier, ok, ce volume, c'est la solution titrée. Ah ouais, ok, dans la burette, j'ai telle concentration. Et donc ça va m'aider vachement dans l'exercice après au moment de faire mes calculs. Et ça va aussi m'aider à mieux organiser mes infos quand je vais passer en terminale et que je vais avoir beaucoup plus de données à analyser dans les exercices type bac par exemple. Donc là, j'ai 25 millilitres de solution S. 25 millilitres de vin. Je ne sais pas si la solution elle est notée S. Je crois pas. 25 millilitres de vin. Concentration CSO2 inconnue. Donc je mets que je ne connais pas la concentration en dioxyde de soufre dans ce volume de 25 millilitres. Hop. Ensuite, dans la burette ici en violet, tu peux mettre de la couleur si tu as envie. On a une solution S', solution S' de diode. Concentration C' égale 1 sur 128 mol par litre. Et puis, bah, je pense qu'on a dit ce qu'on devait par rapport au contenu de la burette et de l'Erlenmeyer. Ah oui, il faut mettre quand même un petit trait comme ça. Hop, pour dire que là, on a un Erlenmeyer.
Ok. Ici, c'est l'agitateur magnétique. Agitateur magnétique. Tu utiliseras un barreau aimanté, donc. Hop. Voilà, que je mets en rose. Barreau aimanté pour assurer l'homogénéité de la solution au long du titrage. Et puis, il reste à mettre le support. Et je crois que c'est tout. Support. Et puis, ouais, je vais quand même mettre burette graduée. Burette graduée. Ok. Et après, pour le reste, on a tout dit. Il n'y a pas de reste. Établir l'équation de la réaction support du titrage. Les, le SO2, le réactif titré SO2, réagit avec le réactif titrant I2. Titrant I2. Ouais, j'aurais pu préciser quand même quelque chose pour le contenu ici de l'Erlenmeyer, c'est qu'on rajoute de l'acide sulfurique et quelques gouttes d'empois d'amidon. Bon, on peut mettre une flèche pour le mettre acide sulfurique plus quelques gouttes d'empois d'amidon si on veut. Je le fais pas parce que voilà, il y a déjà beaucoup de choses, mais tu peux si tu veux rajouter cette info. Ouais, pour la réaction support du titrage, on a SO2 qui réagit avec I2. Ensuite, si on veut savoir, si on s'interroge à savoir quels sont les produits de la réaction, on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai d'autre comme données? Ah, bah j'ai des couples oxydant-réducteurs. Oh, mais I2, c'est un oxydant dans le couple I2I-, et SO2, ah bah c'est un réducteur dans le couple SOK2-, SO2. Bon, bah ça tombe bien parce que je vais avoir un réducteur qui réagit avec un oxydant, et donc une réaction d'oxydoréduction, et donc un titrage par réaction d'oxydoréduction. Bon bah c'est parfait, on va se contenter d'écrire les deux demi-équations, et on va déduire l'équation de réaction, la réaction d'oxydoréduction. Donc en premier, quand tu écris une réaction d'oxydoréduction, je te conseille d'écrire la réaction d'oxydation, toujours en premier, c'est-à-dire celle qui libère des électrons. La réaction d'oxydation, c'est celle qui te fait passer d'un réducteur à son oxydant. Donc en l'occurrence, SO2 est un réducteur, donc je vais avoir SO2 donne SO4 2-, son oxydant, plus un certain nombre d'électrons. Je vais équilibrer les atomes, et une fois que j'aurai équilibré les atomes, je vais équilibrer le nombre d'électrons. Là, je me rends compte que j'ai 4 oxygènes, j'en ai que 2 ici. Si jamais je mets un x2 là, si jamais je mets un x2, le problème c'est que je vais avoir 2 S, et là il va falloir équilibrer S, et je vais du coup mettre un 2, et puis etc. Donc on va pas s'en sortir. Donc les oxygènes, tu vas pas les équilibrer en allant poser un coefficient stoichiométrique ici devant SO2, mais par contre ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser des molécules d'eau. Je vais utiliser donc des molécules d'eau pour faire apparaître des oxygènes. Combien je vais mettre de molécules d'eau? Je vais en mettre 2, de façon à avoir 2 oxygènes ici, plus 2 oxygènes qui m'en fait bien 4. Par contre, en faisant apparaître les molécules d'eau, j'ai fait apparaître quoi? J'ai fait apparaître des hydrogènes que je vais équilibrer grâce à des ions H+. Est-ce que j'ai le droit de faire intervenir des H+? Oui, parce que j'ai mis des gouttes d'acide sulfurique ici, là. Et l'acide sulfurique, c'est un acide, en fait, ça va t'apporter des ions H+ dans ta solution. Je pense que tu peux te contenter de le comprendre comme ça quand tu es en première, et après, quand tu vas être en terminale, tu vas encore mieux comprendre le rôle de H+ pour désigner l'acidité d'une solution. Tu verras ça dans le chapitre acide-base en terminale spé physique chimie. Donc, on rajoute des H+ à droite pour équilibrer les hydrogènes, et on met 4 H+. Effectivement, ici, les atomes sont équilibrés, donc 1S, 2O, 2O, ça fait 4O, 4O, et là 4H, 2 fois 2, 4H, donc tout est bon. Ensuite, on va regarder au niveau des charges, à gauche, c'est neutre, et à droite, là, j'ai 2-, 4+, et il faut donc faire intervenir 2 électrons pour qu'il y ait en fait en tout 4 charges négatives. Donc 2 charges négatives et 2 charges négatives, ça fait bien 4 charges négatives. Et là j'ai 4 charges positives, ça fait du neutre, sachant qu'à gauche c'est neutre. Donc tout est bon, on a notre première demi-équation d'oxydoréduction. Ok? Et c'est donc la réaction d'oxydation qui me fait passer de ce réducteur SO2 à cet oxydant SO4-, en libérant des électrons. D'accord? Après, dans la continuité, je vais aller écrire la réaction d'oxydation. La réaction d'oxydation, c'est celle qui me fait passer de l'oxydant la réduction, pardon, pas l'oxydation, la réduction, c'est celle qui me fait passer de l'oxydant I2 au réducteur I-.
les réactions d'oxydation, elles consomment des électrons. C'est-à-dire que ici, l'oxydant va venir capturer des électrons et va former son réducteur. Quand j'ai posé ça, je vais équilibrer les atomes. Donc là, je dois équilibrer les I. Il m'en faut 2 ici. Une fois que j'ai équilibré les atomes, j'équilibre les charges. Donc j'ai 2 charges négatives à droite, il me faut 2 charges négatives à gauche. Et là, tout est bon. Et ça tombe bien parce que le nombre d'électrons qui est ici libéré, tu vois, 2 électrons, il est capturé ici. C'est bien le même nombre d'électrons. Sinon, il aurait fallu équilibrer les demi-équations pour avoir le même nombre d'électrons. Là, c'est pas nécessaire puisque c'est déjà équilibré. Donc c'est tout bon. On n'a plus qu'à écrire l'équation bilan en support du titrage qui est SO2 plus I2 plus 2H2O donne, et après je vais faire une petite remarque sur la flèche simple, ça donne SO4 de moins plus 2I- plus 4H plus. Évidemment, tu n'écris pas les électrons dans l'équation bilan. Alors, flèche simple, j'ai dit petit commentaire sur l'histoire de la flèche simple. Une réaction de titrage est une réaction unique, instantanée et totale. Ça, c'était 3 caractéristiques à connaître d'une réaction de titrage. Unique, instantanée et totale. Unique, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule qui a lieu en même temps. Il n'y en a qu'une seule qui a lieu à la fois. Donc flèche simple surtout. Après, de toute façon, en première, tu n'as que l'habitude de mettre des flèches simples. Je suis en train d'y penser en même temps que je te le dis. C'est vrai que c'est en terminale qu'on a des équations limitées pour lesquelles on a des flèches doubles. Donc bon, toi, t'es pas concerné par ça. Mais en tout cas, pense bien à mettre une flèche simple. Ok? SO2, I2. Après, tu mets aussi les états de la matière. Donc SO2, il est aqueux. Hop, aqueux. I2, le diode, il est aqueux. H2O, c'est liquide. SO4 de moins, c'est aqueux. I- c'est aqueux. Et H+, c'est aqueux. Ok. Je pense avoir tout dit. Ça, c'est ton équation support du titrage. Donc là, déjà, en faisant ça, tu as vu, dans ton contrôle, tu as déjà 2 questions qui sont check. Et après, tu vas pouvoir passer à la suite, exploiter le titrage, etc. Comment est repéré visuellement l'équivalence? Alors ici, on te donne une indication. C'est pas à toi de deviner. En première, les équivalences, le passage à l'équivalence, c'est souvent, comment dire, repéré par un changement de couleur. C'est des histoires de couleur. Et tu verras dans les exercices où tu as du diode, que quand tu as du diode, tu as des histoires de couleur. La plupart du temps, c'est comme ça que ça va se passer. Ça veut dire que tu dois chercher une information dans ton énoncé, et dans les données, effectivement, on te dit l'emploi d'amidon prend, en présence de diode, une coloration bleue. L'emploi d'amidon prend une coloration bleue quand il est en présence de diode. À quel moment j'ai du diode? Donc souviens-toi que le diode, on a le schéma ici sous les yeux, le diode est contenu dans la burette. Avant l'équivalence, tu verses le diode au goutte à goutte dans l'Erlenmeyer. Avant l'équivalence, le diode est consommé directement par le SO2 contenu dans l'Erlenmeyer. Donc avant l'équivalence, on dit que le diode est le réactif limitant. Je vais écrire ça pour la question 3. Éventuellement, je reste sur le même slide. Voilà, question 3. Je suis ici. Avant l'équivalence, le diode est le réactif limitant. Donc, la concentration de diode dans l'Erlenmeyer est nulle, ou quasi nulle. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diode dans l'Erlenmeyer. Donc, l'emploi d'amidon n'a pas de coloration bleue. Parce qu'il n'y a pas de diode. L'emploi d'amidon prendra une coloration bleue en présence de diode. Avant l'équivalence, la solution est incolore. Donc avant équivalence, solution incolore. Solution incolore, avant équivalence. Ok. Maintenant, on va regarder ce qui se passe après équivalence. Et après équivalence, voilà, I2 n'est plus consommé parce qu'il n'y a plus de SO2. I2 n'est plus consommé. Donc, la concentration de I2 augmente dans l'Erlenmeyer. Quand tu continues à verser I2 et qu'il n'est plus consommé,
sa concentration, du coup, dans l'Erlenmeyer va augmenter. Et donc, l'emploi d'amidon va prendre une coloration bleue. Donc, après équivalence, la solution est bleue. Solution bleue après équivalence. Voilà. Le passage d'équivalence est donc repéré par une persistance de coloration bleue dans la solution. Si tu veux, je l'écris. Le passage de l'équivalence est donc repéré par la persistance d'une coloration bleue dans la solution. Le passage de l'équivalence est donc repéré. Je te fais des petites phrases comme ça. Ça te sert aussi à avoir des rédactions types pour tes exercices, même du vocabulaire. Et ça peut être cool parce que dans tes contrôles, comme ça, tu n'as pas à réinventer tes formulations. C'est à ça que ça sert hein, de s'entraîner avec des corrections. Et donc repéré par la persistance. La persistance. Ton prof ou ta prof, elle aimera bien voir ce mot-là sur une question de ce style-là. Tu vois, ça fera toujours plaisir au correcteur et du coup, c'est un plus parce que du coup, ton correcteur il se dit, ouah, lui il sait, ou elle sait, donc c'est bon, c'est de quoi elle parle, l'élève il sait de quoi il parle, je lui mets le point, etc. C'est bien d'avoir les bons mots techniques sur sa copie. La persistance d'une coloration bleue dans la solution. J'aurais pu balancer directement que l'équivalence était repérée par le passage, par le fait d'observer une coloration bleue dans la solution. Mais si on balançait directement ça, que l'équivalence était repérée par le passage au bleu, le problème, c'est qu'on n'aurait pas justifié que c'était incolore avant équivalence, puis bleu après équivalence. Ça pourrait très bien être bleu avant équivalence, puis incolore après équivalence. Tu vois? Et là, si tu l'as pas expliqué, eh ben, ça sera pas dit, quoi, pas justifié. Mais ce qu'on a fait ici, en expliquant qu'avant l'équivalence, le diode était limitant, donc pas de coloration bleue, alors qu'après équivalence, le diode n'est plus consommé, donc coloration bleue, le fait de l'expliquer littéralement, ça permet vraiment de dire, ok, voilà, de façon claire, j'ai dit qu'avant l'équivalence, la solution était incolore et que après équivalence, la solution était bleutée. Et je l'ai justifié. Voilà pourquoi est-ce que c'est bien des fois de mettre du détail, mais du bon détail, pas du détail blabla quoi. Ici, c'est pas du détail blabla, c'est le vrai détail qui permet de dire voilà, j'ai bien compris la question 3, je sais exactement ce qu'il faut faire, et il y a pas de doute quoi. Question 4, exprimer littéralement la quantité de matière Ne de diode versée à l'équivalence. Bon, et en déduire la concentration de dioxyde de soufre dans le vin. Ok. Bon, la question 4 et la question 5, j'ai presque envie de les faire ensemble en même temps, mais bon, je vais respecter quand même le sens des questions. Donc, question 4, quantité de diode versée à l'équivalence. Pareil, quand tu rédiges, je t'invite à prendre l'habitude d'introduire un petit peu ce que tu fais, même avec deux mots, tu vois, des choses simples, mais évite de démarrer directement, genre question 4, et tac, tu fais un calcul. C'est pas très beau, ça fait pas des copies très agréables, le prof n'aime pas trop ça. Il vaut mieux essayer d'introduire, juste avec des phrases simples, encore une fois. C'est même pas une phrase d'ailleurs, ça, Ouais, c'est pas une phrase. C'est juste, je dis ce que je fais, et ce que je vais développer dessous. J'ai développé un calcul lié à la quantité de diodes versée à l'équivalent. Cette quantité, il l'appelle NI2, NEI2, je crois. NEI2 égale, donc la quantité versée à l'équivalence, c'est égal à C' multiplié par le volume, le volume V'E. Je regarde si c'est bien les bonnes notations. Ouais, c'est bien C', la concentration de diode, de la solution de diode. Et puis V'E, c'était le volume versé à l'équivalence. On me demandait d'exprimer littéralement, c'est-à-dire pas de calcul ici. Pas de calcul. En déduire la concentration CCO2 de dioxyde de soufre dans le vin. Et pour la concentration CCO2, là, je vais utiliser la relation à l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs titrés et titrants. Donc le titré, c'est le SO2. Et le titrant, c'est I2. Ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Je t'explique ce principe-là dans ma vidéo synthèse sur le titrage que tu trouveras
sur ma chaîne YouTube, bien sûr, et que tu retrouveras aussi sur la BNCS également dans le module vidéo synthèse première spécifique chimie. Je t'invite vraiment à aller sur la BNCS hein, et à prendre l'habitude de bosser avec. Petite parenthèse, soit dit en passant, parce que là-bas, j'ai regroupé toutes les vidéos synthèses que tu dois visionner de spé physique chimie, également de spé maths si tu fais spé maths, et les exercices bilan que tu dois faire avant d'aller faire tes contrôles de spé physique chimie. Et en spé maths, je pense, je les ai mis aussi. Donc si c'est pas fait, de toute façon, ça sera fait. Vraiment, va sur la BNCS, va découvrir, va faire un tour. Je te mets le lien en descriptif de la vidéo et en commentaire épinglé. Tu as tout ce qu'il faut et tu retrouveras aussi cet exercice-là dans le module vidéo exobilance physique chimie première. Et comme ça, tu visualises directement les exos que tu dois faire pour réviser tel et tel contrôle de tel et tel chapitre. Donc, en tout cas, cette phrase et le principe de l'équivalence, je te l'ai expliqué dans la vidéo synthèse sur le titrage. Les réactifs titrés et titrants ont été introduits dans les proportions stoichio. Et vu que j'ai des proportions stoichiométriques, ça signifie quoi? Ça signifie, donc dans les proportions stoichio, ça signifie que la quantité initiale de SO2 présente dans le mélange, divisé par le coefficient stoichiométrique de SO2 dans l'équation, et le coefficient stoichiométrique de SO2 c'est 1, égale la quantité versée de I2 pour atteindre l'équivalence, divisé par son coefficient stoichio, et son coefficient stoichio c'est 1 aussi. Donc égale N E I2, donc la quantité versée de diode pour atteindre l'équivalence, divisé par son coefficient stoichio qui est 1. Le NEI2 c'est C' multiplié par V'E. Et le N0CO2 c'est C. Le N0SO2, pardon, c'est CSO2 multiplié par le volume. Et le volume de 20, je crois qu'on ne l'avait pas nommé. Moi, je l'avais appelé V, mais il me semble que ce n'était pas nommé dans l'exercice. Ah si, V. Ok. Alors, on va se faire une petite analyse dimensionnelle. On va isoler CSO2 déjà. Et après, analyse dimensionnelle. Alors, analyse dimensionnelle, il faut que tu saches ce que c'est. Si tu es en première, vraiment, tu vas clairement monter en compétence si tu apprends tout de suite ce qu'est l'analyse dimensionnelle et que tu apprends à manipuler ça. L'analyse dimensionnelle, c'est l'analyse des unités. Il y a beaucoup d'élèves qui découvrent ça en terminale et c'est dommage parce qu'en terminale, bon, c'est cool de le découvrir, mais tu as déjà perdu du temps. Tu peux très bien le découvrir en première, savoir manipuler tes unités, comprendre comment est-ce que tu gères les unités les unes avec les autres et comprendre que dans tes formules, plus tu analyses les unités, moins tu vas te tromper dans tes formules. Et si tu maîtrises ça en première, tu vas devenir le roi des formules en physique-chimie. Tu as une vidéo synthèse aussi qui en parle sur ma chaîne, que tu retrouveras aussi sur la BNCS, de l'analyse, sur le thème de l'analyse dimensionnelle et qui t'explique vraiment concrètement qu'est-ce que c'est, comment tu manipules et tout. Je t'invite vraiment, vraiment à faire le taf de te former là-dessus. Tu vas voir, ça va grave, grave, grave t'aider. C'est trop, trop cool l'analyse dimensionnelle. En gros, c'est de regarder les unités. Ici, tu as un volume qui est en millilitres. Là, tu as un volume qui est en millilitres. Tu divises des millilitres par des millilitres. Ça va se simplifier. Millilitres divisé par millilitres, c'est comme si ça dégageait. Et après, il va te rester des moles par litre de la concentration, donc ta concentration SO2 est en moles par litre. Conclusion, conséquence de ce constat-là, c'est que tu n'as pas à convertir en fait tes volumes. Tu n'as pas à te casser la tête à convertir en litres, par exemple. Ça sert à rien ici. Parce que des millilitres sur des millilitres, ça se simplifie. Donc rien qu'en faisant une petite analyse dimensionnelle, bon, là, je te l'explique, je prends le temps de le faire. Mais après, en réalité, ça prend le temps d'écrire ta formule, tu vois. En même temps que tu écris, tu te poses la question des unités. Rien qu'en faisant ça, eh ben, tu évites de perdre du temps et éventuellement de risquer des erreurs à faire tes conversions. Tout simplement. Donc 1 sur 128 multiplié par, j'ai oublié les valeurs, j'ai oublié VE' et V. V c'était 25 ou 20? 25 millilitres, 25,0. Et l'autre c'était 18,2. Ok, 25,0 et 18,2. Ok, donc fois 18,2 divisé par 25,0. Alors, 1 sur 128 multiplié par 18,2 divisé par 25,0. Ok, ça me fait environ 5,69 fois 10 puissance moins 3. Et j'oublie pas l'unité, mol par litre. Bon, ça c'est le classique, hein. Tu dois pas oublier tes unités. En fait, dès la première, tu dois prendre l'habitude
de bien écrire tes unités. Mais justement, le fait de prendre l'habitude de bien écrire tes unités, de t'interroger sur l'unité du résultat, tant qu'à prendre cette habitude-là, autant également prendre l'habitude de se poser la question des unités de façon générale et donc de maîtriser l'analyse dimensionnelle. C'est complémentaire en fait tout ça. Ok? C'est vraiment complémentaire. Bien, bien, bien. On a la concentration de SO2 dans le vin. Il n'y avait pas de dilution ni rien, donc là c'est vraiment le cas de figure le plus simple. Et maintenant on va vérifier si la concentration qu'on a trouvée est en accord avec la loi française. Ce qu'on constate, c'est que la loi française, ils nous ont donné le critère en milligrammes par litre. Donc le critère, c'est un critère de concentration massique. Si je veux comparer en fait ce que j'ai trouvé à la 5 par rapport à la réglementation, il faut que je cherche la concentration massique du SO2. Et la concentration massique, eh ben, je vais pouvoir la trouver grâce à la masse molaire du dioxyde de soufre qui est de 64,0. Alors c'est quoi la relation? D'ailleurs, ça va me permettre de te reparler, de te revendre l'idée de l'analyse dimensionnelle, parce que on a CSO2 qui est égal à 5,69 10 puissance moins 3 mol par litre, et toi tu cherches la concentration massique. Et pourquoi je vais te revendre l'analyse dimensionnelle? Parce que tu as une formule entre la concentration massique et la concentration molaire, et cette formule, c'est celle-ci. Si jamais tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Imaginons que tu aies marqué, tu te souviens pas de la formule et tu te dis, ah, attends, est-ce que c'était grand C sur M? Ah, je ne sais plus. Et bien là, tu te dis, bon, raisonnons en analyse dimensionnelle. La concentration massique, c'est des grammes par litre. Ok. La concentration molaire, c'est des moles par litre. Ok. La masse molaire, c'est des grammes par mol. Ok. Du coup, les moles vont se simplifier. Il va me rester des litres moins 1 grammes. Des litres moins 1 gramme moins 1, pardon. Des litres moins 1 sur des grammes. Ça fait des litres moins 1 gramme moins 1. Ok? Parce que là, j'ai des grammes en bas, des litres moins 1 en haut. Donc des litres moins 1 sur des grammes, ça fait des litres moins 1 gramme moins 1. Est-ce que ça fait des grammes par litre? Pas du tout. Ça fait pas des grammes par litre. Donc là, clairement, l'unité du résultat que tu es censé obtenir ne correspond pas du tout à l'unité que tu obtiens avec cette formule-là. Donc cette formule n'est pas bonne. On dit que la formule n'est pas homogène du point de vue des unités. En gros, ce calcul-là ne te donne pas un résultat dans la bonne unité. Donc cette formule est fausse, tout simplement. Le fait de faire de l'analyse dimensionnelle te permet de savoir si ta formule est bonne ou pas. Donc là, par exemple, on dirait, ah ouais, bon, bah du coup, oh, c'est pas la bonne formule. Bon, bah je vais tester, par exemple, CM égale C multiplié par M. Est-ce que ça marche? On va regarder. Donc C, c'est des moles divisé par des litres. Et grand M, c'est des grammes divisé par des moles. Des grammes par mol. Ah bah les moles, ça simplifie. Il reste des grammes divisé par des litres. Ah bah du coup, il reste des grammes par litre. Oh bah c'est bon, parce que CM, c'est bien des grammes par litre. Ok? J'ai pu t'illustrer, rien qu'avec cet exemple et la question 6 finale, j'ai pu t'illustrer vraiment concrètement l'intérêt pratique de l'analyse dimensionnelle. Et comprends bien que cette relation-là et cette erreur-là, je l'ai déjà vu sur des copies, y compris des copies d'élèves que j'accompagne de niveau terminal, parce que c'est un calcul, en fait, une formule et un calcul que tu as besoin de beaucoup utiliser en terminale dans les exos de chimie. Et quand tu sais pas faire ça, bah tu perds des points. Et tu perds des points bêtement. Souvent, les élèves me demandent, ouais, je travaille beaucoup, j'arrive pas à monter, je plafonne au 12, je plafonne au 11, etc. Mais il faut comprendre qu'il y a plein de petits points qui sautent à droite, à gauche, des 0,5 par-ci, 0,5 par-là. Et quand tu les ajoutes, tes 0,5 qui partent bêtement comme ça te fait déjà une différence de 3-4 points. T'imagines si tu plafonnes à 11 et que tu vas soigner tes petits points qui sautent comme ça, 11 plus 4, t'es déjà à 15. C'est plus la même chose, hein, c'est pas la même note. Donc il faut faire gaffe à ce genre de choses. Alors, la concentration massique du SO2, c'est égal à la concentration molaire. Donc c'était 5,69 fois 10 puissance moins 3 multiplié par la masse molaire et c'était 64,0. 5,69 10 moins 3 fois 64. Évidemment, hein, si cette vidéo te plaît, si tu trouves que c'est trop cool d'avoir des exercices type contrôle pour t'entraîner à tes contrôles avant d'aller en contrôle, eh ben, je t'invite à me le dire déjà en commentaire, ça fait toujours plaisir. À t'abonner, si vraiment ma chaîne te plaît, bah, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, ça aussi ça fait grave plaisir et ça donne beaucoup de force. Et puis à partager cette chaîne autour de toi, tes contacts, tes collègues, tes camarades, à tes parents, tes grands-parents.
Eh, il y a des personnes âgées qui regardent ma chaîne, je sais, qui aiment bien. En tout cas, voilà, je t'invite à faire ça parce que ça aide à donner de la visibilité. Il y a un petit bouton ici en bas à droite. T'as vu, t'as le bouton s'abonner, t'as juste à faire un clic, c'est fait. Tac, tac, tac. Et puis t'as toutes les notifs en même temps de toutes les vidéos que je sors, donc c'est pratique pour toi aussi. Et pour moi, ça envoie de la force, donc c'est cool. Voilà, ça fait 3,64 10-1, c'est des grammes par litre. Et comme le critère de la réglementation, c'était en milligrammes par litre, eh ben, je vais convertir mes grammes par litre en milligrammes par litre. Donc pour passer en milligrammes, mon résultat ici, je lui fais fois 1000, fois 10 puissance 3. Donc fois 10 puissance 3, on est à 3,64 10 puissance 2 milligrammes par litre. Ah bah non, ça respecte pas du tout. La concentration en dioxyde de soufre est supérieure aux 210 mg par litre de la réglementation. Ah ouais, largement supérieure même. Pas très cool ça. Donc c'est largement supérieur parce que 3,64 10 puissance 2, ça fait 364. Donc c'est supérieur à 210, donc la réglementation n'est pas respectée. Réglementation non respectée. Voilà. Et c'est tout pour cet exercice. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Et il fallait juste penser pour la dernière question à passer en concentration massique et non pas à rester en concentration molaire comme ce qu'on avait calculé dans la question 5. Et ben voilà, on a fini l'exo. J'espère que ça t'a plu encore une fois. Si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te donne rendez-vous pour de nouveaux exercices pour t'entraîner toujours plus et mieux pour tes contrôles. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.